aujourd'hui l'immense plaisir d'accueillir d'accueillir Daniel Cohn-Bendit, qui nous fait le grand honneur de sa présence et de partager ses réflexions avec nous ce soir. Et nous le remercions de tout cœur pour le temps qu'il nous consacre. Daniel Cohn-Bendit n'a pas besoin d'être présenté. Je crois que nous le connaissons tous, surtout les Grecs. En Grèce, il a constaté lui-même, il l'écrit dans son dernier ouvrage d'ailleurs, qu'il est considéré comme une sorte de héros mythologique même. Cependant, comme la coutume le veut et la formalité, je vais passer en revue les étapes les plus importantes de son parcours. Donc, Daniel Cohn-Bendit a été né en France, juste après la fin de la Seconde Guerre mondiale. Il a été apatride jusqu'à l'âge de 14 ans, vous me corrigez si je ne me rappelle pas bien. Et puis, il a choisi la nationalité allemande. Mais il a toujours revendiqué l'identité européenne. Il a vécu en alternance en France et en Allemagne. Il a été, bien sûr, le leader des événements de mai 68. Il a été expulsé suite à ces événements de la France, où il est retourné beaucoup plus tard. Il a vécu entre-temps en Allemagne. Il a adhéré au Parti de Verts allemand. À 1984, il a été élu au niveau local du Parlement européen, dont il est le coprésident depuis 2002. Il est partisan de l'Europe fédérale et il a à cette fin cofondé en 2010 le groupe Spinelli, justement pour renforcer ses tendances fédéralistes. Toujours activiste, il s'est exprimé et il a développé ses idées et ses réflexions aussi dans de nombreux ouvrages. Je cite le plus récent, Que faire? Le manifeste avec Guy Verhofstadt, l'Europe debout, Debout l'Europe. Et le tout dernier, si je ne me trompe pas, pour supprimer les partis politiques. C'est une interrogation. Et à ce propos, je vous dis qu'on a des exemplaires de traduction en grec de deux de ces livres. Vous pouvez vous les procurer à la fin. Je crois qu'il a l'amabilité de vous signer les exemplaires. Je voudrais aussi ajouter que Daniel Cohn-Bendit il a contribué à double titre à la construction européenne. D'une part, dans sa qualité de député européen, et d'autre part, parce qu'il a créé de la jurisprudence, comme un des arrêts les plus fameux sur le droit européen porte son nom. Voilà, et aujourd'hui, notre rencontre se fait autour d'une double interrogation. L'Europe est-elle mortelle? Et la Grèce dans ses bras? C'est très intriguant, je pense. Mortelle a un double sens. D'un côté, qui avouait destiné à la mort, et d'autre part, qui cause, qui provoque la mort. Et pour recourir à la mythologie grecque, l'Europe était une jeune mortelle enlevée par le Père des dieux. Aujourd'hui, elle a un peu trop vieilli. Est-ce qu'il y aura quelqu'un et comment pour la rajeunir? Et la Grèce dans ses bras, elle peut être considérée comme l'enfant malade le plus faible qui va être protégé pour sa mère. Ou par contre, pour rester dans la mythologie grecque, l'Europe va se transformer en Médée et la tuer, consacrant ainsi le deuxième sens du terme, mortel, comme le craignent les eurosceptiques. Et enfin, un troisième scénario peut-être plus optimiste. La Grèce a un enfant actif,
qui va se réveiller, qui va contribuer à réformer l'Europe, peut-être. Nous traversons le semestre de la présidence grecque et peut-être c'est l'occasion à saisir. Est-ce qu'on va tenter l'impossible pour être réaliste? Voilà déjà quelques réflexions et la parole est à Daniel Combeldi. Merci, bonsoir. Alors, vous voulez faire ça comment je parle pendant, je sais pas, comme Fidel Castro ou Chavez. Voilà, autant que vous voulez, et puis après, on aura après, quelques questions, voilà, okay. pour discuter. Dans la situation où nous sommes, en fait, c'est très facile. Si vous voulez être pessimiste, vous pouvez trouver 10 000 arguments qui vous donnent raison. Donc si vous avez, disons, une perception politique assez pessimiste, eh bien voilà, vous allez dire l'Europe ne fonctionne pas, les difficultés qu'ont les divers pays Europe, des États membres ou les sociétés sont dues à l'Europe. L'Europe a promis quelque chose qu'elle n'a pas tenu, que l'Europe ne peut pas tenir, que l'Europe est aux mains des Allemands, que les Allemands ont toujours été méchants, donc pourquoi ils seraient gentils aujourd'hui, que les Grecs ont toujours été victimes, donc pourquoi ne seraient-ils pas victimes aujourd'hui, puisque de toute façon, depuis la mythologie grecque, être victime, c'est quand même, ça fait partie justement des mythes fondateurs peut-être de l'identité, d'une partie de l'identité grecque. Enfin, tout ça, on peut continuer pendant des heures, et en buvant quelques ouzos, disons toutes les 10 minutes, à la fin, on est absolument sûr et certain que ce qu'on a commencé à défendre ou à expliquer au début de la soirée, eh bien, c'est la seule réalité. Puis il y a évidemment une autre possibilité de dire, comme tous les pays, la Grèce est un exemple de contradictions multiples, qu'il y a diverses tendances en Grèce, que la Grèce a toujours été un exemple de contradiction, que l'Europe aujourd'hui est disons, un espace politique en construction, et que dans toute l'histoire, disons, la construction, un processus de construction d'un espace politique a toujours été quelque chose de très difficile. Par exemple, je donne l'exemple pour vous dire d'où je pars. Prenons, pour ne pas donc trop compliquer et choquer l'état d'âme grec, je vais parler de la France. L'identité politique française, c'est la Révolution française. De droite comme de gauche, le point de référence, c'est la Révolution française. Donc 1789. Imaginez que nous sommes à l'école, que je suis un prof et que vous êtes des élèves. Et que je vous demande quand est-ce que la France est devenue une démocratie. 1789, Déclaration des droits de l'homme, universelle des droits de l'homme, la France, la République, on coupe la tête au roi, et etc., etc. Bon, je ne veux pas vous embêter, je suis un prof moderne, donc je ne veux pas embêter les élèves. Eh bien, c'est environ plus de 150 ans plus tard. Pourquoi? Parce que les femmes en France ont eu le droit de voter en 1945. Qu'est-ce que je veux dire par là? Le processus de construction de la démocratie française dans la République française a été un processus qui a duré plus de 150 ans. Et que vous aviez des moments historiques importants, le Front populaire, qui n'a pas donné le droit de vote aux femmes, mais qui a permis l'instauration de lois sociales très importantes, des congés payés. Enfin, vous avez comme ça un historique de construction de la démocratie française. Donc à partir de là, quand quelqu'un vous dit l'Europe, disons, a des déficits démocratiques, oui. Comment ça pourrait être autrement? Comment pourrait être autrement après une cinquantaine d'années
de la construction européenne, comment on pourrait imaginer que ce processus est terminé. Surtout que, disons, si vous comparez la construction, par exemple, des États-Unis. Les États-Unis, très difficilement, ont défini à Philadelphie, disons, la Constitution américaine, et après, vous aviez la guerre civile. La construction européenne, on a eu la double guerre civile avant. Et en fait, l'idée de la construction européenne part justement d'une réflexion sur la guerre civile européenne. Donc, à partir de là, il est évident que nous sommes dans un processus de construction tout à fait innovant. Ça ne veut pas dire qu'il est bien d'abord ou pas bien, je dis innovant, dans le sens que des projets pour l'Europe, vous en aviez avant. Staline avait un projet pour l'Europe, qui était dominé par l'Union soviétique. Napoléon avait un projet pour l'Europe. Hitler avait un projet pour l'Europe. Vous aviez dans l'histoire des tas de moments où les projets de l'Europe étaient des projets qui se définissaient en fonction d'un État dominateur. La construction européenne après la Deuxième Guerre mondiale démarre sur une autre idée. L'idée, en fait, d'égalité des pays, des sociétés, et une construction, donc d'abord voulant surmonter, et ayant surmonté, disons, la catastrophe qui a été non seulement la Deuxième Guerre mondiale, mais la Première Guerre mondiale aussi, on va on va commémorer le centenaire. Eh bien, je crois que si on commence à réfléchir comme cela, on comprend déjà d'abord la difficulté. La difficulté, c'est qu'il n'y a pas d'exemple. Il n'y a pas d'exemple de construction. Et l'autre difficulté, alors, il y a une chose que moi je n'aime pas, c'est qu'on dit oui, mais il faut arrêter de parler de la paix. Moi, je trouve ça complètement idiot. Qu'aujourd'hui, l'Europe ne puisse plus se définir par la paix seulement, c'est une évidence. Mais que parce que maintenant on a su conquérir la paix, il ne faut plus en parler, c'est une bêtise incroyable. Enfin, je veux dire, il y a quand même, partout dans le monde, tout le monde est en admiration comment les Français et les Allemands et d'autres qui ont su se martyriser mutuellement en 1870, en 1914, en 1931, ont réussi à créer cet espace en commun et donc d'abolir cette idée d'une guerre permanente qui revient tous les 30 ans. C'est un progrès de civilisation incroyable. Moi, je dis toujours, vous savez, je raconte une histoire un peu bête, qui est, je suis né en 1945, ok ? J'ai été conçu à la première possibilité biologique par mes parents qui se cachaient dans le sud de la France, des réfugiés politiques et juifs, donc près de Toulouse, à Montauban, qui étaient cachés par les paysans. Il était conçu quand ils ont appris que les Alliés avaient débarqué en Normandie. Donc vous êtes des adultes, vous savez comment on fait, il se passe quelque chose, ça dure 9 mois, et si vous prenez le débarquement juin 44 et vous calculez 9 mois, vous arrivez à avril 45. Ok ? Donc j'arrive sur Terre et je commence à parler. Et je dis à mes parents, mon père, avocat de gauche, qui a dû quitter l'Allemagne parce qu'il défendait, qui après l'incendie du Reichstag, et ma mère, qui faisait ses études de droit aussi, eh bien, partent de l'Allemagne en 1933. Donc je leur dis, je dis à mes parents, vous savez, dans 50 ans, il n'y aura plus de frontière entre la France et l'Allemagne. Il n'y aura plus de police. Il n'y aura plus de soldats. Alors, ils ne me parleront pas de la mythologie grecque, mais ils me diront, mais on a un problème. Notre fils parle trop tôt et il dit n'importe quoi. Donc, je veux dire par là, c'est pas parce que aujourd'hui on bénéficie de quelque chose qui, pour l'espace européen,
est quelque chose d'inimaginable il y a 1 siècle, il y a 2 siècles, il y a 3 siècles, qu'il faut dire qu'il ne faut plus en parler. C'est vrai qu'on ne peut pas définir maintenant le pourquoi de l'Europe simplement par le passé. Ça, c'est vrai. Donc, deuxième étape maintenant de la discussion, c'est est-ce qu'on a vraiment besoin de l'Europe? C'est toute la question. Parce que, alors je ne sais pas, vous avez une très belle image, l'Europe malade, dans ses bras un bébé, l'Europe va étouffer la Grèce, l'Europe s'étouffe elle-même, l'Europe... Bon. Moi, je crois que le vrai débat, et la difficulté, vous avez l'extrême droite, Marine Le Pen, et vous avez un souverainisme de droite et de gauche qui dit il faut sortir de l'Europe. Ça serait plus facile. Marine Le Pen dit on sort de l'euro, on sort de l'Europe, on ferme les frontières, on fait un bras d'honneur à la mondialisation, et la France retrouve sa grandeur qu'elle n'aurait jamais dû perdre. Inch'Allah. Hein? Et puis vous avez d'autres qui disent c'est l'Europe des marchés, néolibérale, et qu'une économie grecque, justement, qui ne dépendrait pas de ce néolibéralisme, ou une économie française, ou aurait une autre dynamique. La question à laquelle il faut répondre, c'est dans la mondialisation d'aujourd'hui, c'est-à-dire telle que nous la connaissons, la souveraineté nationale n'a pas été balayée par l'Europe. La souveraineté nationale a été balayée par les marchés. Aujourd'hui, aucune économie ne peut prétendre à sa souveraineté. Donc, ma thèse, c'est qu'aujourd'hui, quand on parle de la souveraineté nationale, de la capacité donc d'un État-nation traditionnel, issu du 19e siècle, qui a mis 2 siècles à se construire aussi, que ce soit l'État français, tous les États, en tant qu'État, puis après en tant qu'État démocratique, eh bien ces États, confrontés à la mondialisation, ne sont plus capables non seulement d'assumer, mais de défendre leur souveraineté. Donc la discussion, en fait, aujourd'hui, c'est que je ne suis pas contre l'État-nation, parce que je suis quelqu'un de moderne et chic, et bon, l'État-nation c'est ennuyeux, donc on va passer à autre chose. Non. Si nous voulons reconquérir notre souveraineté, si nous voulons avoir... La souveraineté c'est quoi? La souveraineté c'est la liberté de choisir son mode de vie. C'est la liberté qu'on ne nous impose pas un mode de vie, mais qu'on choisit le sien. Alors à partir de là, oui, je crois que l'espace politique nécessaire pour reconquérir la souveraineté, c'est l'espace européen. Alors vous allez me dire, ouais, mais non, ça ne va pas, ça, parce que justement, à l'intérieur de l'Europe, il y a des tas de sociétés, la Grèce, l'Espagne, le Portugal, qui ne sont pas souverains, qui dépendent, eux, par exemple, aujourd'hui de l'Allemagne, ou aujourd'hui des grands, donc qui ne sont pas, disons, cet espace européen n'est pas aujourd'hui, ne met pas à égalité toutes les sociétés. C'est vrai. C'est un véritable problème. Pourquoi? Parce que dans cette construction européenne, il y a eu des accélérations historiques, et dans ces accélérations historiques, des pays différents ont eu extrêmement de difficultés à prendre le train en marche. D'abord, sur l'euro. L'euro n'est pas une décision économique. L'euro a été créé pour des raisons politiques. Pourquoi? Rappelez-vous, il y avait en 1974 le Premier ministre luxembourgeois, M. Werner, avait été mandaté par les 2 hommes qui se considéraient comme les chefs d'État les plus intelligents que la planète n'ait jamais connus, Valéry Giscard d'Estaing et Helmut Schmidt, avait donc été mandaté par ces 2-là après qu'ils soient sortis du serpent monétaire, de définir si on pouvait créer une monnaie commune. M. Werner, son plan a dit, c'est techniquement possible, c'est politiquement impossible.
non seulement les différences d'économie sont trop grandes, mais surtout les cultures économiques sont trop différentes. Pourquoi, en 1989, tout d'un coup, on est revenu à quelque chose qui apparaissait, 15 ans avant, politiquement impossible, pour la simple raison. Tout d'un coup, l'Europe est victime d'un tremblement de terre. En fait, depuis le traité de Rome jusqu'à 1989, la construction européenne était une construction européenne de l'Ouest. On avait le dos au mur, on regardait à l'Ouest. Et c'était donc l'Europe de l'Ouest qui se structurait politiquement. Avec quelque chose que personne n'avait prévu. L'effondrement du mur, le fait que Gorbatchev laisse filer la Hongrie, la Pologne, l'Allemagne de l'Est, tout d'un coup on se retrouve devant le problème de l'unification allemande. Le problème de l'unification allemande, vraiment, fait peur, par exemple, à quelqu'un comme François Mitterrand, qui est de la génération de la guerre. François Mitterrand va en 89 à Berlin-Est, en tant que chef d'État, pour essayer de définir s'il ne pourrait pas y avoir deux Allemagnes, démocratiques, autonomes et indépendantes, mais que pour lui, la construction européenne est inimaginable avec une Allemagne unifiée avec 80 millions, 85 millions d'habitants au milieu. Parce que c'est, pour lui, la possibilité de domination de l'Allemagne sur l'Europe. Évidemment, l'idée de deux Allemagnes est complètement ridicule à partir du moment où les Allemands voulaient qu'une Allemagne. Et donc, il a dit à son copain Helmut, je ne signerai mon accord pour l'unification allemande que s'il y a un approfondissement de l'Union européenne, de l'Europe, et c'est là qu'ils ont décidé de créer l'euro. Alors, après, en créant l'euro, ils ont défini un cadre financier économique. Par exemple, l'histoire des 3%. Les 3%, ce n'est pas un chiffre scientifique. Là, quand ils ont discuté, il y en a qui ont dit 2,5. 2, 4, 3,5. C'était le bazar d'Istanbul. Hein? Et ils se sont dit, voilà, à peu près 3% de déficit. On est à 1,5 en ce moment. Donc, on est à peu près dans les limites. Ça crée une dynamique commune, etc. Ils ont décidé de façon. Et surtout, ces chefs d'État qui étaient quand même, disons, gauche, libéral, étaient à ce moment-là, sont devenus des marxistes. Ils se sont dit, on crée l'infrastructure politique économique et la superstructure politique va suivre automatiquement. Donc si on fait l'euro, on aura automatiquement le processus de construction de l'Europe politique. Manque de peau, c'est pas arrivé comme ça. Pourquoi? Parce que l'euro a, si on veut, réuni en partie les sociétés, est une promesse d'une force économique très grande, mais en même temps, c'est un moment d'affaiblissement de l'État-nation et de la souveraineté nationale. Et là, personne n'a vraiment théorisé le processus d'accélération de partage de souveraineté. Le partage de souveraineté, ça veut dire aussi de trouver des nouvelles formes démocratiques de contrôle de cette nouvelle souveraineté européenne. Et dans la chimère, maintenant, d'intégration à l'euro, tous les pays se sont lancés en disant, si on n'est pas dans l'euro, on va être décroché de l'Europe. Et donc, on a, les Italiens l'ont fait à l'italienne, les Grecs l'ont fait à la grecque, d'autres, les pays, les Polonais l'ont fait à la polonaise, mais tout le monde a essayé un peu, je ne dis pas de tricher, ils ont essayé d'arrondir les angles pour arriver à d'être dans les critères. Mais comme personne, et c'est là, je crois, la première grande erreur, la difficulté et le déficit
aujourd'hui de l'Europe, qui est aussi bien économique que politique, si vous avez une monnaie commune, si vous avez des sociétés qui ont, disons, des capacités économiques différentes, comme ça existait dans les États. Vous avez, si vous prenez la France, vous aviez l'Île-de-France, qui était un mastodonte économique, et vous aviez l'Est qui était très faible, et l'Ouest qui était très faible, et la politique nationale, qui était en fait médiatisée, non, ou qui avait une force de médiation qui était le budget national, c'était justement une perspective de mettre à égalité toutes les régions de la France. Pour cela, il y avait un budget national. En Europe, on a construit cet euro avec une incapacité du centre, c'est-à-dire de la Commission, avec un budget, maintenant d'essayer de répondre aux inégalités, aux problèmes du Sud, de l'Ouest, du Nord, etc. Si aujourd'hui, donc, nous sommes dans cette difficulté, d'après moi, c'est qu'on a créé des situations sans en tirer les conséquences, non seulement politiques, mais économiques. Oui, aujourd'hui, dans un pays comme la Grèce avec ses difficultés, l'Italie, eh bien, les fonds structurels, ça ne suffit pas. C'est une idée, les fonds structurels. Mais ce qu'il faut, c'est un véritable budget européen capable de relancer l'économie, par exemple. Le budget européen, vous le savez, c'est 1% du produit intérieur brut. D'accord ? Vous savez combien est le budget fédéral américain ? 23% du produit intérieur brut. Donc on peut dire tout ce qu'on veut sur les Américains, mais il y a un État fédéral qui n'est pas un État centraliste et centralisé, capable justement de réorienter par des investissements et de réorienter la politique nationale. Je crois que c'est un des grands problèmes. Alors à partir de là, quand on dit que l'Europe laisse tomber la Grèce, par exemple, pour prendre votre exemple, c'est vrai. Il y a une chose que moi, je n'accepte pas. C'est cette, disons, cette structure infantile, toujours de dire c'est les autres les responsables. La responsable de la crise grecque, ce n'est pas l'Europe. La responsable de la crise grecque, c'est la société grecque. Que les politiques européennes n'aient pas été la réponse adéquate à la crise grecque, oui, mais pas le contraire. On fait comme si tout le clientélisme grec, c'est l'Europe qui l'a inventé. On fait comme si la manière dont les deux grands partis ont géré la Grèce en s'appropriant l'État, la société, les entreprises d'État, etc., c'était l'Europe. Non. Maintenant, dans cette situation, comment arriver à une dynamique de réforme sincère en Grèce et en même temps un soutien d'intervention par l'Europe pour qu'il y ait une possibilité de sortir de la crise. Ce que je reproche à tous les plans d'ajustement, ce que je reproche, c'est que on demande à la société grecque, en fait, je crois que je l'ai dit d'ailleurs dans une intervention au Parlement, c'est ce que j'appelle la pédagogie noire. Vous avez fauté, et bien maintenant il faut payer. Hein, c'est un peu la politique du fouet, comme à l'école. Hein. Vous avez été méchant, on va vous taper sur les doigts. C'est pas comme ça qu'on mobilise l'énergie d'une société. On mobilise l'énergie d'une société en la mettant d'abord devant ses responsabilités, et en même temps en lui montrant qu'on est prêt, à partir du moment où la société accepte ses responsabilités, à prendre nos responsabilités pour donner du temps au temps à la société de se sortir de la crise. Les plans d'ajustement avec cette dureté, c'est-à-dire demander à la société grecque en si peu de temps un ajustement que personne ne peut vraiment soutenir, que personne ne peut accepter. Et donc, je crois que c'est là où il y a le grand problème. Et c'est vrai que, en plus, la structure de l'intervention avec la Troïka, c'est-à-dire d'un côté la Commission, la Banque Centrale Européenne,
et le Fonds monétaire international, on a l'impression que ce qu'on demande de Grèce, c'est qu'on prétend que c'est l'unique possibilité. C'est la solution technocratique, c'est scientifique. Non. Si en politique, quelqu'un vous dit il n'y a pas d'alternative, levez-vous et sortez. Ça veut dire qu'il n'y a plus de politique. Vous rentrez à la maison, vous dites quand tu auras fini, c'est 2 et 2, ça fait 4. Donc je discute avec lui. Je ne vais pas discuter pendant des heures avec quelqu'un pour lui démontrer que 2 et 2, ça ne fait pas 4, mais 3,5 des fois ou 4,5 une autre fois. Donc, je veux dire, à partir de là, on n'a pas trouvé la manière aussi de débattre d'une manière intensive avec une partie, les responsables politiques et une partie de la société grecque, du rythme des réformes nécessaires. Alors en plus, comme on n'a pas le budget européen, comme on a un budget européen qui est dans sa structure vraiment la victoire posthume de Margaret Thatcher, c'est « We want our money back ». Tous les chefs d'État de 27, ils connaissent que ça. Ils ne parlent pas l'anglais, mais « We want our money back », ça, ils connaissent par cœur. C'est-à-dire que vous avez un budget qui est structuré autour d'une idée d'un égoïsme national, avec ce 1% ou 0,9%, etc. C'est pour ça que tout ce débat maintenant compliqué sur les ressources propres, ça, pour aller vite et pour répondre après aux questions, moi je crois que même la Grèce n'a pas d'autre solution que l'Europe. Si, elle a d'autres solutions, mais que ça irait moins bien dans la mondialisation. En fait, la Grèce, on peut dire,